Bonjour à toutes et à tous, bon après-midi. Merci beaucoup d'être avec nous pour la seconde édition de l'AWS GenAI Day. Je m'appelle Étienne Castagnier, je fais partie d'AWS. Et dans les 40 minutes qui viennent, avec Hello Amegbo qui viendra sur scène et qui me succédera sur scène, on va vous parler de rentabilité, d'IA générative et de rentabilité. Le sujet, c'est on est tous convaincus que l'IA générative change des choses et va changer plus de choses demain dans nos vies personnelles et dans nos vies professionnelles. La question, c'est est-ce que ça rapporte de faire de l'IA générative ou est-ce qu'en fait, on dépense à fond perdu? Donc, on va essayer de traiter cette question sous un angle spécifique qui va être celui des retours clients que nous, on voit chez AWS parmi les entreprises qui ont déjà déployé des solutions d'IA générative à l'échelle en production. Et puis ensuite, Hello vous fera un retour d'expérience et une présentation dédiée à ce qui se passe chez Amadeus, avec un cas d'usage concret et avec des chiffres de rentabilité qui proviennent d'Amadeus. Vous le savez, chez AWS, on aime mettre nos clients en avant, on appelle ça le Customer Obsession. Donc on est très content d'avoir Amadeus et merci Hello par avance d'être avec nous aujourd'hui. Je voudrais commencer par introduire cette session sur la rentabilité de l'IA générative en essayant de défricher un petit peu et de vous dire on ne va pas tout traiter, on ne va pas parler de tous les types de rentabilité. C'est un sujet qui est assez vaste, on va prendre un angle un peu spécifique qui est celui des applications assez transverses et de la manière dont nous on voit nos clients aujourd'hui évaluer, calculer la rentabilité de leurs applications d'IA générative. Et je voudrais commencer par une question que vous êtes peut-être déjà toutes et tous posée, qui est est-ce qu'on est dans une bulle avec l'IA générative? Si vous écoutez Sam Altman, Mark Zuckerberg et plus récemment Jeff Bezos, la réponse semble être oui. Semble être, on est probablement dans une bulle autour de l'IA générative parce que l'ordre de grandeur des investissements depuis quelques années et sur les années qui viennent dans l'IA générative, du bas de la stack, qui sont vraiment la partie infrastructure, jusqu'au haut de la stack avec les investissements en start-up, pour l'instant et aujourd'hui, et c'est ce que nous dit David Kahn de Sequoia depuis maintenant plusieurs années, ces investissements dépassent largement les revenus, quel que soit le niveau de la stack, de l'IA générative. Et donc on a une question qu'on ne traitera pas entièrement aujourd'hui évidemment, mais qui est voilà, comment est-ce qu'on sort de cette bulle? Est-ce que finalement on va créer de la valeur, une valeur supérieure aux investissements qui sont aujourd'hui, qui approchent à peu près 1000 milliards de dollars depuis quelques années, entre ceux qui ont été investis en 2022, 2023, 2024, cette année est prévue pour l'an prochain. Est-ce que cette valeur va se retrouver et si oui, à quel niveau de la stack et quels acteurs vont la capturer? David Kahn avait écrit en 2023 AI's 200 billion question, donc la question de l'IA à 200 milliards. En 2024, c'était devenu la question à 600 milliards et il n'y a pas eu de mise à jour encore à ma connaissance de sa thèse, mais en 2025, on est probablement plutôt proche des 1000 milliards de dollars investis dans l'infrastructure, dans les data centers, dans les GPU et au-delà dans la stack, un peu plus dans la stack software, dans toutes les startups et autres entreprises qui se mettent à investir massivement dans l'IA générative. C'est une première question et un premier sujet de se poser, voilà, quelle est la trajectoire? Personne ne sait bien, mais quelle est la trajectoire demain du revenu de l'IA générative? Puisque le problème posé par David Kahn, c'est l'humanité dépense 600 milliards en quelques années pour investir dans l'IA générative et les revenus réels estimés sont autour de à peu près 30 milliards. On n'est évidemment pas dans une situation qui est encore rentable. Donc la question, c'est comment demain l'IA générative va être rentable pour vous, pour vos entreprises, ou pour les entreprises qui vous proposent des services d'IA générative, puisque vous allez utiliser des services utiles. Vous n'avez pas envie demain de voir les fournisseurs d'IA générative, des services d'IA générative disparaître pour des soucis de rentabilité. Chez AWS, on accompagne des startups, des PME, des grandes entreprises, des grands groupes dans leur usage de l'IA générative, que ce soit pour fabriquer des modèles. On a quelques clients, ce n'est pas les plus nombreux, mais qui fabriquent des modèles d'IA générative. On a des clients qui utilisent des modèles faits par d'autres entreprises pour les intégrer dans leurs applications logicielles. C'est une cohorte importante de nos clients, celle que je viens d'écrire. Et puis, on a également des clients qui ne veulent même pas coder ou développer des applications, mais qui veulent simplement être des utilisateurs et utilisatrices de l'IA générative. Depuis plus de 2 ans maintenant, on les accompagne dans leur mise en place des chatbots, du RAG et maintenant des agents. Et ce que je voulais vous partager, c'est un compte rendu, un résumé de ce qu'on voit aujourd'hui comme étant les cas d'usage les plus fréquemment déployés en production et la rentabilité, ou en tout cas la manière dont nos clients calculent la rentabilité de leurs applications d'IA générative ou de leurs projets d'IA générative
pour vous donner un peu une idée de où on en est aujourd'hui, sans présager de ce que sera la manière de calculer demain la rentabilité sur l'IA générative. Aujourd'hui, de manière transverse, sans aller dans le détail sur des problématiques très métiers, de manière transverse, on voit 5 usages de l'IA générative pour les entreprises arriver très fréquemment. Encore une fois, ce n'est pas les use cases uniques, il y en a bien plus que 5, mais les entreprises avec lesquelles on passe beaucoup de temps en ce moment nous parlent d'abord et très souvent de support client. Ça, c'est très très souvent. Je veux améliorer, je veux faire un chatbot qui va me permettre d'automatiser une partie de mes réponses à mes clients, que ce soit par la voix maintenant ou précisément avec le texte. Le développement logiciel, ça c'est vraiment un use case qui est extrêmement transverse, surtout avec la typologie de client d'AWS, qu'on voit très souvent. Comment est-ce que je vais pouvoir améliorer la qualité et la vitesse de développement logiciel. L'automatisation de process, l'analyse de documents et la partie base documentaire. Tout le monde a découvert en 2024 ce que signifie l'acronyme RAG. Si ce n'est pas le cas pour vous, c'est Retrieval Augmented Generation. C'est une manière d'améliorer la recherche documentaire avec le langage sémantique. Cette année, tout le monde a découvert les agents. On en parlera brièvement tout à l'heure. Comment les clients d'AWS aujourd'hui estiment, ou en tout cas appréhendent, la rentabilité de leur application d'IA générative dans ces 5 domaines. Sur la partie support client, typiquement, ça va être le nombre d'appels gérés par l'IA ou la fraction d'appels gérés par l'IA, ou bien le temps de résolution moyen. Grâce à l'IA, parce que j'ai accès à plus d'informations sur mon client, je peux résoudre plus vite le case, le ticket du support client, ou bien grâce à mon chatbot d'IA générative, texte ou voix, je suis en mesure de répondre peut-être automatiquement à 5 appels sur 6 ou 7 cas sur 8 pour un de nos clients. Un exemple, par exemple, c'est Happy Fox, un client avec qui on travaille, qui nous dit voilà, nous, on a pris une solution d'AWS qui s'appelle Amazon Bedrock et on augmente de 40% le nombre de tickets traités sans interaction humaine. Donc voilà comment est-ce que la rentabilité elle est évaluée. On ne nous parle pas du coût de développement de la solution, on ne nous parle pas d'un revenu supplémentaire généré, on nous parle d'optimisation du temps, de gain de temps, de réduction de temps passé à traiter un sujet. Sur la partie développement logiciel, les critères qui sont utilisés par nos clients, qu'on voit utiliser aujourd'hui encore par nos clients, encore une fois sans présager de ce que sera demain, c'est la vitesse de développement des fonctionnalités. Combien de fonctionnalités je suis capable de développer. Mon équipe, de manière schématique, était capable de développer et sortir, je ne sais pas, 5 fonctionnalités par mois. Combien est-ce que je vais être capable de sortir de fonctionnalités par mois avec l'IA générative, avec l'aide de QDeveloper ou d'outils de développement logiciel. On a également la partie rédaction de tests et de documentation. Voilà, par exemple, avant, on avait 5% de notre code qui était correctement documenté. C'est pas bien. Et maintenant, avec l'IA générative, on peut faire de la rétro-documentation et de la génération automatique de documentation de la même manière pour les tests. On a un exemple d'un client qui s'appelle Coupang qui nous dit voilà, nous, on utilise un produit AWS qui s'appelle QDeveloper et on gagne 90% de temps sur nos projets de développement logiciel comparé à une approche manuelle. Alors, on ne gagne pas toujours 90%, je ne vais pas vous faire rêver. On a des clients qui, lorsqu'ils mesurent en fonction de ce qu'on mesure, x2, x3, x4 en termes de gain de temps sur des usages et des tâches de développement logiciel. Mais vous commencez à voir quand même qu'il y a une similitude, c'est-à-dire qu'on est dans des sujets qui sont très très différents, le support client et le développement logiciel. Et pourtant, l'approche, elle est quand même assez similaire. C'est est-ce que je gagne du temps sur un nombre de tickets traités ou bien sur la manière de développer. Sur la partie automatisation, qu'est-ce qu'on voit utilisé par nos clients? C'est le gain de temps de traitement ou le pourcentage de cas qui sont gérés automatiquement. Ça vous rappelle évidemment le premier sujet sur le support client. On a Wipro, un client qui dit voilà, nous on a du code dans un langage qui est un peu exotique et on veut une automatisation qui nous permet de traduire un code qui n'est pas un code logiciel, mais qui est un code métier, et on veut être capable de le traduire dans un langage qui est compréhensible, et on se rend compte qu'utiliser des solutions d'IA générative, ça nous permet de passer de 3 jours à moins de 10 minutes. Vous commencez à voir où je vais, on est encore dans la même manière d'appréhender la rentabilité, on n'est pas en train de dire ça me rapporte du chiffre d'affaires, on est vraiment en train de dire ça m'optimise du temps, ça me gagne du temps. L'analyse de documents, c'est pareil. Voilà, on a Capgemini qui nous dit on gagne entre 30 et 50% de temps aux experts métiers quand ils sont en train d'analyser des rapports. Et puis sur la partie base documentaire, donc le RAG, le fameux RAG, donc la recherche documentaire augmentée et améliorée par l'IA générative et par la Natural Language Processing,
traitement naturel des langues. Ce qu'on regarde, c'est la précision de recherche et encore une fois le gain de temps sur la recherche. Voilà, donc ça c'est NVerus qui me dit voilà, nous nos analystes avant ils avaient besoin de 10 à 15 minutes et maintenant c'est quelques secondes. Voilà, ces 5 exemples, c'est pour vous montrer que on a un fil rouge très très clair sur des use cases qui sont transverses, donc ils vont toucher beaucoup d'entreprises différentes, et dans des domaines relativement différents. Encore une fois, on n'est pas sur du métier pur, on est sur des use cases qui sont très transverses, qui peuvent être applicables à beaucoup d'entreprises. Mais on voit que la manière pour nos clients d'appréhender la rentabilité, c'est aujourd'hui énormément de gain de temps. Voilà. On est vraiment très très fort sur l'optimisation du temps. Ça sera différent demain avec les agents. Et on a également des cas que je ne vous cite pas là, mais je vous les donner quand même à l'oral. On a quand même des clients qui nous disent, moi, j'augmente mon chiffre d'affaires grâce à l'IA générative. Je pense par exemple à un client de AWS qui s'appelle Moments Lab qui fait de la gestion automatisée de découverte de scènes dans de la vidéo. C'est de la description automatisée de scènes dans des vidéos. On ne sait pas faire ça sans IA générative. Donc on crée une nouvelle ligne de revenus grâce à l'IA générative. C'est un cas qui reste relativement rare. La grande majorité des clients se retrouvent plutôt aujourd'hui en tout cas, et des entreprises avec qui on travaille se retrouvent dans ce que vous voyez à l'écran. On a parlé de 5 use cases transverses qui sont ceux qu'on voit le plus souvent, c'est vraiment ceux avec quoi on travaille le plus souvent, et il y a un arbre qui cache la forêt, dont je ne parle pas parce que pour plusieurs raisons, on ne va pas s'appuyer dessus beaucoup aujourd'hui, qui est le B2C. Quelle est la rentabilité de l'IA générative dans l'usage B2C? L'usage B2C, vous le connaissez, c'est quand vous utilisez Claude, Gemini, ChatGPT dans votre quotidien. Est-ce que vous calculez la rentabilité, vous ou non, en tant qu'utilisateur? Probablement pas, ou peut-être en temps gagné. Mais il y a une question derrière qui est cachée, qui est est-ce que c'est rentable pour les fournisseurs d'IA générative de vous fournir un service de LLM et d'IA générative à 20 $ par mois? Pour l'instant, les données publiques tendent à laisser penser que non, ce n'est pas encore rentable. On est encore dans une phase d'exploration au niveau du marché et on va probablement avoir à un moment une réalisation et une condensation des acteurs. On ne va pas traiter la partie B2C aujourd'hui, mais il faut l'avoir en tête. On a un usage massif de la générative dans le B2C. C'est plusieurs centaines de millions de personnes qui s'en servent régulièrement, plusieurs centaines de millions par mois. Et donc, à un moment, les acteurs qui fournissent les services au B2C et aussi ceux qui fournissent l'infrastructure en dessous vont avoir des questions de réalisation de la rentabilité très nette. Qu'est-ce que je peux vous partager sur les aspects de la rentabilité rapidement sur ce que nous, pas on recommande, mais enfin si, on va dire on recommande à nos clients dans leur manière d'appréhender la rentabilité pour aller un peu au-delà de ce que je vous ai montré dans la slide avec les 5 cas d'usage. Bon, d'abord, c'est une évidence, je vais enfoncer des portes ouvertes, il faut mesurer pour comprendre. Si vous ne mesurez pas la baseline, combien ça vous rapporte, combien ça vous coûte, vous ne saurez rien. Parfois, certains clients nous disent on n'a pas besoin de rentabilité. Ça arrive, on a des clients qui nous disent moi, mon CEO croit à l'IA, décide que de toute façon, on va y aller. Donc la rentabilité n'est pas un sujet. On n'a pas besoin d'arriver avec un business case pour dire il faut investir parce que ça va nous rapporter tant. Si le leadership vous dit en fait, de toute façon, on est convaincu qu'il faut y aller, on y va, vous enlevez une partie de la difficulté puisque vous pouvez vous concentrer sur le produit, le delivery, la distribution et la qualité et avoir moins de focus sur la partie rentabilité pure. On pourra en parler bien évidemment, on sera disponible, Hello et moi, après le talk si vous avez des questions spécifiques. Mais donc, mesurer pour comprendre, si vous avez un besoin de rentabilité, c'est une évidence. Coût d'usage, c'est une évidence aussi, on va en parler juste après. C'est peut-être le coût que nos clients appréhendent le plus et le plus immédiatement, plus que les coûts dont on va parler un peu après. Combien ça me coûte par mois de mettre en place un chatbot pour mes utilisateurs? Combien ça me coûte par mois de générer des images pour ma génération de contenu? On est beaucoup sur un usage qui est soit par mois, soit à la consommation. Donc c'est assez facile à appréhender, c'est pour ça que on le retrouve souvent dans les calculs de rentabilité. Ce qui est moins le cas, c'est le coût de développement. De manière assez surprenante, on voit rarement le CAPEX, la partie vraiment effort développement, pris en compte dans la partie rentabilité, alors que pourtant ça peut parfois représenter des semaines, voire des mois de travail et des sommes non négligeables. Donc nous, on encourage nos clients évidemment à faire la balance entre le classique buy versus build. Est-ce que vraiment j'ai envie de mettre beaucoup d'argent dans le développement ou est-ce que c'est nécessaire pour moi et je ne veux pas acheter de solution sur le marché? Le coût de maintenance, ça, on le voit quasiment jamais appréhendé. Donc, pensez à votre coût de maintenance à l'avance, évidemment. Par exemple, le LLM, il va peut-être drifter. C'est-à-dire que la nouvelle version va répondre différemment aux questions que vous avez l'habitude de lui poser. Ça va vous demander un effort de maintenance, de mise à jour, de validation de la qualité. C'est quelque chose qu'on n'appréhende pas dans le software, dans le monde du software en général. Parce que dans le monde du software, une fois que le code il est fait une fois, s'il n'y a pas d'événement non déterministe, il va fonctionner de la même manière.
Les LLM, quand vous avez une mise à jour de votre LLM, vous allez avoir potentiellement des tests à faire à nouveau qui vont permettre de vérifier si, l'adéquation entre la nouvelle version du LLM qui est dans votre application et puis les réponses que vous attendez. Donc il y a un coût de maintenance inhérent à l'IA générative qu'il faut évidemment prendre en compte et qu'on voit peu pris en compte. Encore moins pris en compte et moins appréhendé par les clients, c'est le coût d'adoption. Donc il faut l'avoir en tête. J'ai créé ma plateforme d'IA générative pour l'entreprise avec un chatbot sécurisé, les fonctionnalités de traduction, des petits RAG par équipe et peut-être des agents que chacun peut créer. Et maintenant, mon entreprise, on a, je sais pas, 10 000, 1000, 100 000 personnes dans l'entreprise. Comment est-ce que je m'assure que les gens bénéficient, en tout cas tirent un bénéfice de l'utilisation de cette application? On a des clients qui ont des grands succès, je pense par exemple à Imeris ou Veolia, qui ont mis en place des grandes plateformes d'IA générative à l'échelle d'une entreprise avec plusieurs milliers, voire même parfois plusieurs dizaines de milliers de personnes qui s'en servent tous les mois. Ça ne se fait pas magiquement, il faut un effort d'adoption. Il faut avoir des champions qui sont formés, il faut des ambassadeurs locaux, il faut avoir des programmes de formation par exemple pour les personnes qui vont utiliser la solution. Donc il y a un coût d'adoption à prendre en compte dans la rentabilité qu'on voit aujourd'hui rarement évalué. Et puis, il y a une dernière question à se poser, mais qui est une question un peu pour vous, pour l'assistance, et je serais intéressé si vous avez des exemples à nous partager par la suite, qui sont quel est le sujet pour moi de l'IA générative? Est-ce que c'est un sujet comme l'immense majorité de ce qu'on voit aujourd'hui, qui est de l'optimisation, du gain de temps? Je vais avoir besoin de moins de temps pour faire la même tâche, et donc je peux me consacrer soit à faire plus de tâches, soit à faire une tâche plus qualitative. Ou bien est-ce que je crée du revenu? Et ça, aujourd'hui, pour être tout à fait transparent, c'est la minorité des cas où on voit vraiment l'IA générative comme apporteur ou apporteuse de revenus supplémentaires, contrairement à simplement une amélioration de la bottom line. Ceci étant dit, les bonnes pratiques, donc là vous les avez évidemment comprises. Il faut nommer, décrire, mesurer l'objectif et d'où on part. Il faut inclure tous les coûts et ne pas uniquement considérer le coût d'usage. Il faut penser à l'adoption et à la maintenance. Il faut évaluer la performance en continu d'un projet de machine learning. Ce n'est pas un projet de software, il y a une brique supplémentaire d'IA générative qu'on appréhende un peu différemment du logiciel classique. Il faut être capable de discriminer, est-ce que je suis en train de mettre, de développer, pardon, BUA, j'ai fait un acronyme, Business as usual, en fait, je me suis trompé en plus. Donc BUA, ça voulait dire Business as usual, c'est est-ce que je suis en train de faire une application qui ne pose pas de verrou technique. C'est-à-dire, typiquement, vous allez voir vos équipes de développement ou votre intégrateur, vous lui proposez une idée d'IA générative et votre équipe de développement ou votre intégrateur vous dit, pas de souci, on l'a fait 10 fois, on voit très bien comment faire. Là, on est dans du business as usual. Vous aurez un temps de développement et un coût de développement qui sera limité et contrôlé et vous saurez l'estimer à l'avance. On a des clients qui font de la R&D. Des projets d'IA générative, une fraction non négligeable des projets d'IA générative, ça se rapproche très fortement de la recherche-développement. Et donc là, vous êtes dans un processus d'innovation pur. Vous avez peut-être 9 chances sur 10 de rater. Et il faut être bien en mesure de savoir, quand je commence à développer, de quel côté je me trouve. Parce que vos temps de développement et vos investissements vont être différents. Et puis, je pense que je vais quasiment terminer. Je vais pouvoir passer dans quelques instants la parole à Hello. Aujourd'hui, la conclusion, si vous retenez juste une chose, les clients qu'on voit aujourd'hui, dans la grande majorité, appréhendent la rentabilité de l'IA générative quasi exclusivement comme la valorisation du temps gagné sur le coût d'usage. Autrement dit, on appréhende très peu le gain de revenu et on cache le coût d'adoption, ou en tout cas, soit on n'évalue pas, soit on pense qu'il est inexistant, le coût de maintenance, le coût d'adoption, les coûts de développement. C'est la manière dont aujourd'hui on voit une grande partie des entreprises, pas uniquement les clients d'AWS évidemment, estimer et calculer la rentabilité de leur application d'IA générative. Un dernier mot avant que je vous laisse et que je laisse la parole à Hello. Il y a un autre arbre qui cache une autre forêt, dont on n'a pas parlé du tout aujourd'hui, enfin en tout cas dans cette session, qu'on nous a promis cette année. Tout le monde nous a promis que 2025 serait l'année des agents. Et force est de constater qu'aujourd'hui, 2025 n'est pas encore l'année des agents. Il reste quelques mois encore pour démentir, voilà, mais c'est possible que ce soit 2026 finalement. On abordera différemment la rentabilité sur la partie agentique parce que vous savez que la promesse de l'Agentic AI, c'est d'être en mesure d'avoir quasiment des employés virtuels dans une certaine mesure, et d'être en mesure de non pas gagner un petit peu de temps sur votre process, mais de pouvoir automatiser 100% des process. Et donc là, on va avoir probablement une manière différente d'estimer la rentabilité, et on sera ravis de vous en parler d'ici un an ou avant, quand on aura suffisamment d'exemples tangibles pour vous partager des retours d'expérience client. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Je vais passer la parole maintenant à Hello, qui va vous accompagner et vous parler d'un cas d'usage dédié et spécifique sur Amadeus. Merci Hello. Super, merci Étienne. Bonsoir à tous.
Alors, je suis Hello Amegbo, je suis responsable ingénierie au sein d'Amadeus Nextwave. Et l'exemple que je viens vous donner aujourd'hui, c'est comment nous travaillons sur l'accélération de la transformation digitale des petites et moyennes agences de voyage grâce à l'IA générative. Donc, un petit mot sur Amadeus Nextwave. Nous identifions des nouvelles opportunités de business et travaillons un peu comme un incubateur de start-up au sein d'Amadeus. Donc, nous ne faisons pas de l'innovation purement au sens technologique du terme, mais nous identifions des opportunités de marché, construisons tous les business cases en partant du prototypage jusqu'à au développement de MVP, la mise à l'échelle et potentiellement l'excubation de ces business-là au sein d'Amadeus. Pour repositionner un peu le contexte sur ce qu'est Amadeus, aujourd'hui nous connectons l'écosystème du monde du voyage. Nous travaillons avec énormément d'entreprises et d'acteurs dans le monde du voyage, plus de 400 compagnies aériennes, des aéroports, des hôtels, du rail, des croisières, des ferries, et nous fournissons différentes solutions IT à toutes ces entreprises-là, en partant du système de réservation, par exemple, à tout ce qui est solution, par exemple, pour faire de la comptabilité pour ces différentes compagnies. En résumé, je dis souvent, quand vous allez sur Google aujourd'hui et que vous recherchez, par exemple, un itinéraire de voyage, il y a des dizaines et des dizaines de systèmes d'Amadeus qui sont interrogés derrière. Donc voilà une liste des différents acteurs, des différents clients que nous avons au sein d'Amadeus aujourd'hui. Et dans cette multitude de clients, il y a un segment particulier qui est celui des agences de voyage sur lequel nous avons décidé de nous pencher au sein de Nextwave, l'incubateur de start-up d'Amadeus, qui est celui des petites et moyennes agences de voyage. Donc, quand je parle des petites et moyennes agences de voyage, je parle des agences de voyage que nous pouvons rencontrer dans la rue, l'agence de voyage potentiellement tenue par une famille ou par une dizaine de personnes en termes d'employés uniquement, qui représente en moyenne 75% des agences existantes dans le monde, qui sont généralement sur des marchés de niche. Nous avons par exemple rencontré des agences de voyage en Roumanie qui sont essentiellement spécialisées sur des voyages d'exploration de la Cordillère des Andes en Amérique latine. On a des agences de voyage aujourd'hui sur le marché thaïlandais qui organisent essentiellement des excursions sur la ville de Paris. Voilà. Donc c'est à la fois des marchés de niche ou des besoins vraiment particuliers et qui n'ont pas du tout les mêmes problématiques, si je puis dire, d'un point de vue business. Et aujourd'hui, la solution que nous essayons d'adresser ici concerne plus de 80 000 agences à l'échelle mondiale. Et dans les discussions que nous avons eues avec ces petites et moyennes agences de voyage, elles nous ont exprimé différentes problématiques sur lesquelles nous avons résumé 3 points essentiels que nous partageons ici. 60% des agents de voyage ont souligné la difficulté d'améliorer leur efficacité sans perdre de vue la satisfaction client. Aujourd'hui, dans le monde digital dans lequel nous sommes, il est très facile d'aller faire une réservation pour un voyage. C'est aller sur un site web, renseigner origine, destination et faire sa réservation. Donc, toutes les personnes qui s'adressent à ces agents de voyage ou qui vont dans ces agences de voyage viennent pour une expérience particulière. Donc, aujourd'hui, ils ont cette difficulté-là d'efficacité parce qu'ils ont une demande qui explose. Parce que beaucoup de gens veulent avoir ces interactions particulières. 70% des voyageurs les contactent généralement par téléphone, par email ou par WhatsApp parce qu'ils veulent avoir plus de précision. Comment se passe l'excursion à Paris? Est-ce que c'est vous qui gérez le visa ou pas? Est-ce que c'est vous qui allez me faire l'enregistrement? Une fois sur Paris, est-ce que toutes les visites des monuments sont incluses dans le prix que vous affichez sur votre site web? Les questions sont diverses et variées. Et aujourd'hui, ils passent
énormément de temps par jour. On a eu l'occasion d'explorer avec certains agents ce qu'on appelle le vie ma vie avec, suivant une méthodologie d'AWS, où nous avons passé des journées en immersion avec ces agents pour voir le temps qu'ils passaient à répondre à ces questions répétitives à longueur de journée. Ensuite, 68% des voyageurs demandent des services supplémentaires. Dans l'exemple que je citais tout à l'heure, par exemple d'une excursion dans la ville de Paris qui est organisée sur 2 semaines, savoir si tous les déplacements dans la ville de Paris sont inclus dans le prix du tour qui est affiché en ligne. Il y a la question des visas, il y a la question potentiellement des activités à faire à destination, où beaucoup de clients se posent la question de savoir si tout est inclus dans le package ou pas. Donc, il y a énormément de questions qui arrivent, ou d'autres clients qui supposent que certains services sont inclus. On a rencontré, par exemple, des agences de voyage qui organisent des lunes de miel, essentiellement sur le marché finlandais, où certains couples supposaient que l'enregistrement était fait automatiquement par l'agent. Voilà. Donc, ce sont des cas d'usage que nous avons rencontrés, des problèmes que nous avons rencontrés avec ces agents. Et du coup, nous avons décelé qu'il y a une opportunité qui se présente pour optimiser la productivité des agents de voyage et enrichir l'expérience client. Optimiser la productivité parce que là, on est clairement en face d'un cas où ces agents sont sur des tâches répétitives et à faible valeur ajoutée. Enrichir l'expérience client parce que la plupart du temps, ce que nous avions remarqué aussi, c'est que les clients s'attendent à une certaine expérience. Comme je disais tout à l'heure, ils vont vers ces agents-là parce qu'ils ont ce contact humain, ce lien direct avec un agent physique qui est capable de leur répondre, de répondre à leurs inquiétudes et ainsi les rassurer pour leur voyage. Nous avons donc imaginé Amadeus Hey Agent Assist. Donc, c'est un assistant intelligent qui permet aux agents de voyage de se concentrer sur l'essentiel. Nous avions co-designé avec le support également d'AWS un environnement de travail basé sur l'IA générative qui agit comme un levier de performance. Donc, permettre à l'agent de se dégager du temps pour se recentrer sur des tâches à forte valeur ajoutée, mais également trouver des opportunités de vente à fort potentiel pour l'agent, mais également améliorer l'expérience client en même temps. Alors, j'ai une petite vidéo qui présente un peu la solution que nous avons, qui sera en anglais. Oups. Je pense. Non. On va y arriver. Ok. Je pense qu'on a un petit souci avec la vidéo. C'est parti. Amadeus Hey connects the goals of the travel brand with its travelers' needs. It's peace of mind and joy for the traveler. It's productivity and pride for the travel agent. Let's see it in action. The traveler receives a notification. They tap it, and instantly, the travel brand app opens a chat and starts the conversation. The traveler responds, sharing rich details: who they are, what matters to them, their preferences, loyalty programs, and even that this business trip is also a chance to reunite with their kids. Thanks to Amadeus Hey, the travel brand is now ready to leverage a deep, contextual understanding, ready to personalize, optimize, and orchestrate the journey ahead. Now, let's switch to the travel agent's view. Introducing Amadeus Hey Agent Assist module, a human-centered AI solution designed to transform how independent travel agents work. The Agent Task Orchestrator automatically generates and organizes daily tasks, identifies service opportunities, and suggests the right human touch at the right time. Routine operations like flight check-in, seat selection, baggage handling, and schedule changes? Fully automated. Here, the travel agency declares its goals and preferred services.
The system combines these with rich traveler profiles and trip data to generate relevant AI tasks. On Bob's Traveler page, we see the detailed information he shared via Amadeus Hey. The AI spots a missing passport, essential for check-in. It reaches out via email, collects the data, and updates the system. Bob replies, and adds a new phone number. The AI processes it all, updating both passport and contact details, even though the phone wasn't part of the original request. Effortless for the traveler, powerful for the agent. Amadeus Hey takes Bob's rich profile, his vegan preferences, his 1.95 m height, his loyalty status as a Oneworld Gold member, and his desire to blend business with family time. The AI agent specialized in recommending lovable moments kicks in. It ensures Bob's meals are vegan. What seat? Extra legroom, of course. In Hamburg, it suggests local food delivery, lounge access at the airport, and even a restaurant where Bob can meet his kids and enjoy the best vegetarian dishes in town. Every detail is thoughtful, every moment is personalized. This is how Amadeus Hey turns context into care and goals into unforgettable journeys. Back on the traveler side, Amadeus Hey takes the initiative. Bob receives a notification. A curated list of vegan restaurants in Hamburg, perfect for his time with his kids. He taps in, and the chat opens. Bob swipes and selects his preferred option. Bob can ask anything. Follow-up questions, preferences, even last-minute changes. The AI handles it all. Every swipe, every click, every interest is tracked. Not for intrusion, but for understanding. Amadeus Hey learns with every interaction, building a smarter, more personal experience for the journeys to come. This is travel reimagined. Alors, suite à cette brève présentation de la solution que nous avons construite, j'aimerais m'attarder un peu sur comment est-ce que nous utilisons l'IA générative comme un levier de rentabilité. D'abord, c'est comprendre la valeur de l'IA générative. Aujourd'hui, les retours que nous avons de certains clients et suite aux discussions que nous avons, c'est que le choix des cas d'usage, comme l'automatisation du support client ou la génération de contenu, apporte des gains mesurables en productivité et en qualité. Donc, nous choisissons consciencieusement ces cas d'usage avec les agents de voyage, de sorte à nous assurer que nous pouvons vraiment avoir un gain mesurable sur la productivité et la qualité de service qu'ils sont en train de fournir à leurs clients. Ensuite, passer d'un centre de coût à un levier stratégique. Donc aujourd'hui, intégrer Amadeus Hey dans les processus métiers de ces agences de voyage leur permet de constater une meilleure réactivité face aux besoins des clients. Un exemple précis est celui de l'enregistrement des passagers, par exemple, où on a eu l'occasion de voir avec des agents de voyage qui arrivent la veille du vol et se rendent compte qu'ils n'ont pas le numéro de passeport de leur client. Il est dimanche, 14 h, le vol est à 23 h, le client suppose que l'enregistrement est offert, l'information n'est pas présente. Donc là, via cet outil, le gain, il est tout de suite mesurable pour l'agent de voyage. Et ensuite, la rentabilité devient quelque part un catalyseur parce que aujourd'hui, nous essayons d'identifier des indicateurs clairs, au fait, qui permettent de justifier de l'utilisation d'Amadeus Hey. La réduction de coûts, l'amélioration des notes de satisfaction des clients, le gain de temps sont des éléments qui permettent de juger de l'efficacité des solutions ou de la valeur qu'ils apportent aux différentes agences de voyage. De ce fait, nous utilisons l'intelligence artificielle pour soutenir les professionnels du voyage dans leurs activités quotidiennes. Nous avons fait le choix de nous concentrer sur deux axes essentiels. L'efficacité opérationnelle. Comme je le partageais dans les chiffres sur les slides précédentes, nous avons remarqué ce problème de temps passé sur des tâches répétitives et à faible valeur ajoutée.
Aujourd'hui, nous sommes en mesure de sortir jusqu'à 70% de gain de temps sur ces tâches répétitives et via de l'automatisation. Et du coup, cela laisse la possibilité à ces petites et moyennes agences de voyage de traiter plus de demandes sans pour autant embaucher d'efforts supplémentaires. Parce que c'est un point qui est ressorti également de nos différentes interviews, qui est que vu qu'elles sont de très petites structures, on parle vraiment des agences de voyage que nous pouvons rencontrer au coin de la rue ou dans des villages ou même dans des endroits reculés, se lancer sur un recrutement dans les hautes saisons, par exemple, les périodes de fêtes de fin d'année où il y a énormément de gens qui voyagent ou pendant les vacances, c'est très compliqué pour ces entreprises-là. Et ensuite, améliorer l'expérience client. Par amélioration de l'expérience client, nous avons un service qui est du coup beaucoup plus rapide. Nous avons mis à disposition des agents IA qui permettent de traiter de façon automatisée ces différentes demandes, une disponibilité H24 des agents virtuels et du coup une réduction du temps de réponse. C'est forcément beaucoup plus rassurant d'avoir une réponse automatique de son agent de voyage lorsqu'on remarque par exemple que son vol a été annulé ou que le vol est retardé et qu'on risque de rater une correspondance. Avoir une réponse automatique qui rassure le passager apporte forcément plus de satisfaction. Ensuite, nous avons des interactions beaucoup plus personnalisées. Dans l'exemple que nous regardions dans la vidéo, la conversation a été directement engagée avec le passager via email. Mais là, c'est parce que nous savons que nous avons accès à l'email du passager, mais nous pouvons également engager cette conversation via WhatsApp, par SMS ou via des applications mobiles que nous fournissons également à nos clients en fonction de leur contexte particulier. Donc, voici les deux axes essentiels sur lesquels nous avons axé la valeur, quelque part, d'Amadeus Hey. Je nous propose là de regarder un cas concret, un cas d'usage concret, c'est-à-dire l'enregistrement des passagers, que nous avons choisi d'automatiser plus ou moins jusqu'au bout, pour voir quelle était la valeur. Alors, dans 90%, pour une agence de voyage en particulier, 90% des passagers peuvent être enregistrés sans aucune intervention humaine. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les informations de voyage et les informations du passager sont disponibles dans Amadeus Hey, nous pouvons automatiser jusqu'au bout le processus d'enregistrement. Ça veut dire que le passager reçoit directement sa carte d'embarquement par email ou est rendu disponible sur son application mobile. À titre d'exemple, certaines agences de voyage nous disent qu'ils passent des fois jusqu'à 10 minutes pour effectuer l'enregistrement de certains passagers. Entre le temps de trouver le numéro de téléphone à appeler le passager, être sûr qu'il est disponible pour fournir ces informations-là à ce moment. Des fois, il n'est pas à la maison ou ils n'ont pas le passeport à disposition. Les rappeler après, récupérer les informations, s'assurer qu'on n'a pas fait d'erreur aussi, parce que ça, c'est un cas qui arrive à plusieurs reprises de se tromper sur les informations qui sont fournies au moment du check-in. Du coup, être en mesure d'enregistrer automatiquement 90% des passagers représente un gain énorme. Ensuite, la réduction des cas d'erreur, donc 95% des erreurs en moins liées aux données des passagers, et la possibilité d'absorber 10 fois plus de demandes. Parce que ça, c'est un élément essentiel pour ces agences de voyage, le fait de pouvoir traiter de plus en plus de demandes sans forcément avoir besoin d'embaucher potentiellement des saisonniers pour les accompagner dans ce processus-là. Donc aujourd'hui, dans notre solution, la collecte des informations nécessaires se fait par des agents IA sans aucune intervention humaine, comme dans l'exemple que nous avions vu tout à l'heure. L'agent de voyage garde toutefois la main sur le niveau d'automatisation de la solution. Parce que les agents de voyage nous disent non, dans mon cas à moi, j'aimerais contrôler le dernier bout.
je voudrais envoyer moi-même la carte d'embarquement à l'utilisateur, ou sinon l'appeler pour lui dire ne vous inquiétez pas, j'ai bien fait votre enregistrement, votre carte d'embarquement est déjà disponible, vous pourrez la récupérer une fois à l'aéroport. Donc nous offrons cette flexibilité à l'agent également pour maîtriser la chaîne de bout en bout. Et point essentiel, c'est que nous avons par l'occasion inclus des agents IA qui proposent des opportunités supplémentaires pour maximiser la satisfaction client. Qui parle d'enregistrement parle également de choix de siège. Je suis persuadé que dans la salle, nous avons tous déjà été confrontés à ce moment-là de choisir L, côté couloir ou côté hublot, avant ou arrière de l'avion, est-ce plus d'espace pour les jambes ou pas? Ça, c'est un point très important. Aujourd'hui, via nos agents IA et le fait que nous avons cette possibilité d'engager la conversation directement avec les passagers, nous pouvons collecter ces informations de préférence et du coup les stocker dans le profil utilisateur qui pourront être réutilisés plus tard. Donc ça permet aux agents de voyage de savoir qu'il y a des passagers qui choisissent toujours des sièges côté hublot et du coup dire aux passagers les fois d'après, vous inquiétez pas, je vous ai bien choisi un siège côté hublot. Ce sont des éléments essentiels sur la valeur ajoutée de notre service. Ça, c'est sur le cas d'usage de l'enregistrement, mais notre solution, en gros, c'est de fournir à l'agent de voyage un orchestrateur de tâches qui lui permet d'avoir une automatisation intelligente de ces différentes activités, de ces tâches répétitives, mais également des recommandations de façon proactive. Savoir qu'un client est business ou voyage pour affaires et du coup, l'opportunité ou la probabilité qu'il achète un pass pour un lounge ou un salon VIP est beaucoup plus forte, ou proposer des activités à un jeune qui part en week-end avec des amis, ou proposer un taxi avec siège auto pour des parents qui voyagent avec un bébé, ou rassurer le passager qui voyage avec son chien que l'hôtel, à l'arrivée, pourra offrir des services de toilettage à son ami, sont également des exemples de suggestions ou de recommandations que nous sommes en mesure de faire via la solution. Donc, nous avons l'organisation automatique des tâches, la détection d'opportunités commerciales et la suggestion d'interactions humaines à valeur ajoutée qui permettent à l'agent d'avoir jusqu'à 70% de gain de temps, une augmentation de ses ventes, une amélioration de la qualité de service. Mais tout ça n'est possible que si le voyageur également perçoit une valeur ajoutée. Et dans la solution, nous nous assurons que pour le voyageur, nous avons un assistant virtuel qui permet d'avoir une expérience personnalisée, donc un accès à l'itinéraire ou aux informations de voyage en temps réel. Comme dans la vidéo que nous avions vue précédemment, le voyageur a l'accès aux toutes dernières informations. Quel est ma porte d'embarquement? Quelle est l'heure estimée d'arrivée? Est-ce que mon vol sera en retard? Est-ce que ma réservation est confirmée? La communication via le canal préféré du voyageur, ce qui lui assure une expérience fluide et personnalisée et un sentiment d'accompagnement et de reconnaissance de la part de l'agent. Alors, Amadeus Hey part sur une approche personnalisée et évolutive. L'exemple dans la vidéo le montrait, mais il est important d'insister que nous avons travaillé sur une solution qui assure un paramétrage au niveau de l'agent. C'est-à-dire chaque agent peut définir quelles sont ses priorités, quelles sont ses préférences et du coup configurer l'outil selon ses besoins spécifiques. Un agent qui n'a pas besoin d'automatiser un processus d'enregistrement ne le fera pas. Il peut être plus concentré sur, par exemple, des opportunités de vente d'activités à destination ou parce qu'il a plus de partenaires taxi ou du transfert, va dire mon objectif, c'est de vendre du taxi à mes passagers. Donc, comment est-ce que on peut identifier beaucoup plus précisément des opportunités de vente de taxi? Et du coup, nous faisons un calibrage sur mesure pour nous assurer
que les agents IA sont ajustés pour exécuter précisément les tâches souhaitées par l'agent, l'intégration dans différents canaux de communication, et nous pouvons mesurer en temps réel les différents indicateurs qui définissent le succès pour les agences de voyage. Ensuite, nous faisons également un ajustement de contenu, c'est-à-dire les agents de voyage peuvent décider à tout moment d'ajuster les différentes données qui sont utilisées pour s'assurer qu'on a une amélioration constante de l'outil et de ce qui est fait dans la solution finale. Nous avons quand même sorti quelques points essentiels à surveiller dans la solution. La supervision humaine. Donc aujourd'hui, dans Amadeus Key, nous garantissons à l'agent d'être en mesure de valider les suggestions de l'IA. On n'est pas dans un monde où les suggestions vont directement aux voyageurs, mais sous le contrôle des agents de voyage. De la transparence. Donc nous fournissons un outil d'aide à la décision. Nous ne remplaçons pas l'agent. Nous l'aidons à aller plus vite et à fournir de meilleurs services. La protection de données, garantir la confidentialité des données qui sont utilisées par ces agents IA, et également l'équité et le biais, donc une vigilance sur la sélection des données que nous utilisons pour l'entraînement et le service que nous fournissons aux différents voyageurs. Une minute. Ok, ma dernière minute sur cette slide. Je me suis énormément penché sur la valeur de la solution pour les agences de voyage, mais rapidement pour une valeur stratégique également pour Amadeus, car cette solution renforce le rôle d'Amadeus en tant que partenaire stratégique et de confiant des agences de voyage. Aujourd'hui, elle démontre quelque part notre esprit d'innovation en répondant à des défis concrets, vraiment à des problèmes du monde d'aujourd'hui grâce à l'intelligence artificielle générative. Cette initiative nous a ouvert de nouvelles sources de revenus avec une augmentation de 20% sur le marché accessible par Amadeus Hey. Donc le nombre de clients que nous pouvons adresser aujourd'hui est vraiment plus large. Et en exploitant l'IA, Amadeus Hey devrait atteindre son marché accessible 2 ans plus tôt en fonction des études de marché et des business cases que nous avons aujourd'hui et augmenter significativement la valeur annuelle des contrats que nous signons aujourd'hui grâce à cette solution. Voilà, je suis out of time, je suppose. Non, c'est parfait. Merci beaucoup, Voilà. Hello. Merci à toutes et à tous pour votre attention. Merci à tous. Et on va enchaîner.